les chevaliers cathares, le benêt du village, un bon petit bagnouls et un amant volage. Le Languedoc dit oui. Le Languedoc, mot pour mot, s'affirme. Les Languedociens ont l'accent chantant malgré un passé de feu, de sang, de larmes, qui leur confère une rigueur, une fierté, un honneur qu'il ne faut pas blesser. Ils sont touchants, ces Languedociens, car ils sont fiers, c'est vrai, mais d'une fierté joyeuse. Qu'il s'agisse du combat de leurs hommes sur l'autel de la tolérance, souvenez-vous des Cathares, ou bien des femmes du pays fortes et courageuses, ils vous racontent leur histoire de bravoure avec un délicieux brin de malice. Venez entendre le courage d'une fillette à 14 ans pour suivre son amant volage. Elle abandonne ses parents, s'en va chez son capitaine, lui dit « Monsieur, donnez-moi un habit ». Son capitaine lui regarde la taille et sa jolie façon. « Mon ami, tu n'as pas de barbe pour t'engager dans les dragons. Mais sur cela, lui dit-elle, monsieur, je suis gaillard et vigoureux. » Tout en lui disant ces paroles, lui dresse son engagement. « Tiens, voilà tes 30 pistoles, l'argent de ton engagement. » La belle alors, tout en se promenant, rencontre l'infidèle amant. La dame provoqua son amant en duel et le tua. Oui, mon bon monsieur, comme dirait Alphonse Daudet, elle le tua. Il ne faut jamais délaisser les femmes du Languedoc. Le conflit est ancré dans les traditions du Languedoc. L'âme même de la région s'est forgée au combat. Dans cette région, les hommes paraissent aussi rudes que les paysages sauvages et grandioses qui les entourent. Hommes d'honneur et pierres chargées d'histoire, allons en Languedoc, découvrons ensemble les villages et les gens de l'Hérault. La moyenne vallée de l'Hérault est un peu le cœur du département, à une trentaine de kilomètres de Montpellier. On l'appelle l'Hérault vert. Nous découvrirons Saint-Guilhem-le-Désert, un petit village médiéval niché dans le Val de Gélone. Puis nous irons à Gignac pour célébrer comme tous les ans la fête de l'âne, sauveur du village. La moyenne vallée de l'Hérault se resserre autour du fleuve. Le relief devient plus escarpé et se couvre de garrigues. C'est dans ce paysage contrasté que se trouve Saint-Guilhem-le-Désert. Guillaume d'Orange, duc d'Aquitaine et comte de Toulouse, se retira en 804 et fonda le monastère de Gélone. L'abbaye devint une étape pour les pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le village, qui s'installa autour de la communauté religieuse, est resté accroché au pied de l'abbaye romane. Il s'est naturellement organisé en forme linéaire le long d'une rue principale et du Verdus, un affluent de l'Hérault. Aujourd'hui encore, on dit le haut et le bas du village. Au centre, on retrouve l'abbaye et la place. Alors ici, on est à Saint-Guin, sur la place du village. Alors je précise bien Saint-Guillain, pas Saint-Guilain, attention. Parce que Guilain, c'est du français, Guillain, c'est de l'occitan. En fait, Guillain, c'est la traduction de Guillaume en occitan. C'est les deux mêmes prénoms. Donc on dit Saint-Guillain-le-Désert. Alors le désert, parce que quand Guillain est venu se retirer, c'était un désert spirituel, religieux. C'est plutôt au sens de désert spirituel. Pas désert par manque d'eau, hein, parce que de l'eau, il n'en manque pas. Le Verdus, toutes les fontaines, c'était désert spirituel. C'est un lieu très touristique. On compte à peu près, selon les estimations, jusqu'à 500 000 visiteurs par an dans ce village. Le tourisme a commencé à la fin du siècle dernier. C'est quand les premiers Montpelliérains sont venus à Saint-Guin. Saint-Guin qui était un village oublié. Qui était de l'autre côté de l'Hérault. C'était très difficile d'accès. Il avait été oublié pendant des siècles et des siècles. Et ces premiers Montpelliérains sont venus à Saint-Guin. Ils sont venus redécouvrir l'abbaye. C'est donc à partir de la fin du 19e qu'est né le tourisme qui s'est développé, alors bien sûr surtout à partir des années 60-70, pour être maintenant ce qu'il est, hein, qui est une des principales ressources économiques du village. Cette fenêtre marron là-bas, volet marron, c'est là que je suis né, il y a 71 ans. Bon, j'y ai grandi, je suis allé à l'école de Saint-Guillain jusqu'à l'âge de 14 ans, puis j'y ai vécu la période d'après-guerre. Derrière la maison là-haut, il y a des petits jardins aussi. Il y avait les artichauts qui poussaient très bien là-haut parce que c'est à l'abri. Mais à l'époque, dans toutes les maisons, il y avait des chèvres qui produisaient du lait et des fromages. Il y avait des lapins. Tout le monde élevait des lapins, des poules, il y avait des œufs. Il y avait un bout de jardin pour faire des légumes.
Autrefois, on n'avait pas de frigo. Hein. Alors les gens mettaient le vin, les bouteilles de vin, dans la fontaine. Dans la fontaine, là, il y avait 7-8 bouteilles de vin. Il y avait les melons, il y avait les tomates. Hein. C'était le frigo un peu communal, le frigo du quartier. Un peu plus haut, il y avait une autre fontaine. Et même répétition. Quelquefois, on se trompait de bouteille. Hein. Mais en fait, c'était pas grave, ça. Je me sens bien ici. Je pense que c'est important. Je me sens bien dans ce village où j'ai ma famille, où je sens mon passé. J'ai besoin de sentir le passé, d'avoir une histoire commune, de partager quelque chose en commun avec des gens, quoi. Ici, c'était la maison de mes grands-parents. C'était l'ancienne conserverie qui était beaucoup plus grande à l'époque, hein, puisqu'ils faisaient du foie gras, ils faisaient des pâtés, des champignons, des plats cuisinés. C'était beaucoup plus grand. Donc j'ai toujours été élevé dans la truffe. Hein. J'ai toujours connu la truffe depuis tout petit. Nous lavons les truffes donc, sur ces tables. Nous les trions. Elles sont brossées, triées, calibrées. Les truffes qui présentent un aspect sain, elles sont expédiées en frais sur les marchés de Paris, par exemple. Ensuite, les truffes qui ne peuvent pas être expédiées en frais sont conservées, sont cuites une première fois dans ces appareils, dans cette autoclave, elles sont cuites une première fois. C'est mon arrière-grand-père et mon grand-père qui avaient acheté cette autoclave pour conserver des truffes. Je crois que c'est important de génération en génération de suivre, puisque c'est déjà mon grand-père qui avait créé l'affaire, mon père, moi et maintenant mon fils. Donc je suis vraiment très heureux que ce soit passé comme ça. Cette olivette est un héritage de mon grand-père. Et moi, tout petit, à partir de 9 ans, 10 ans, le jeudi, je venais avec mon grand-père ici, m'occuper des oliviers, m'occuper de la vigne. Et puis, j'ai pris l'amour de ces arbres. Et depuis, ça ne m'a pas quitté. Voilà. À l'époque, c'était tout de l'olive ronde. De l'olive pour faire de l'huile d'olive. En 1956, il a fait des gelées vraiment extraordinaires, moins 20, moins 21, moins 19. Les arbres n'ont pas résisté. Une température comme ça, on n'est pas habitué, donc les arbres n'ont pas résisté et ils sont morts. Quand on voit le tronc de l'arbre qui était là avant les gelées, on imagine un peu son âge. Hein. Ce sont des arbres qui étaient centenaires. Hein. Bon, mon grand-père ne les avait pas plantés et il est mort à 90 ans. Et la belle olive est cueillie et vendue à la confiserie à Aniane. Nous avons une confiserie à Aniane. Le reste sur l'arbre, les toutes petites ou celles qui sont piquées. Quelquefois, il y en a qui sont grêlées. Ça, c'est pas valable, c'est pas bon pour la consommation. Alors celles-là, elles restent sur l'arbre et elles mûrissent. Elles mûrissent sur l'arbre. Elles deviennent noires. Il n'y a pas d'olive noire comme ça ne vient pas tout seul. Hein. L'olive noire, elle est d'abord verte. Il y a des gens qui disent comment elles font pour noircir. Ben, elles noircissent en mûrissant. Et c'est quand elles sont noires, bien noires, qu'on les apporte alors au moulin pour faire de l'huile. Regardez une des roues du moulin de l'époque. Une des roues du moulin à huile qui écrasait les olives. On est un peu à une période charnière dans l'évolution du village. C'est que de génération en génération, on a perdu des habitants au village. L'exode rural continue, hein, puisque il n'y a pas si longtemps encore, on comptait 250 habitants. Maintenant, on est à peine 186. Les enfants vont à l'école soit à Saint-Jean-de-Fosse, soit à Niane, c'est-à-dire à 4 ou à 7 km d'ici. Il n'y a pas assez d'enfants pour ouvrir une école. Pendant très longtemps, il n'y a plus de boulanger à Senguier. On a passé de nombreuses années sans boulanger à Senguier. Et puis, grâce un peu, c'est vrai, à la fréquentation touristique, un boulanger a ouvert à Senguien, surtout que c'était un enfant de Senguien, c'est quelqu'un de Senguien-le-Désert qui a ouvert une boulangerie et qui est ouverte toute l'année, donc qui vit grâce au tourisme et qui donne du pain aux habitants de Senguien. Senguier, c'est un tout petit village. Par contre, l'été, alors nous sommes envahis de touristes pendant 3-4 mois. L'hiver, il n'y a pas suffisamment de gens, c'est bien, l'été, il y en a trop. Donc c'est des fois perçu un peu comme une agression, notamment de la part des plus anciens qui ont connu le village, comment il était avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs un village très refermé finalement, qui était, où tous les gens se connaissaient, où tout se passait très bien. Et puis il y a finalement cette arrivée massive des gens, c'est des bouleversements auxquels ils n'étaient pas préparés. Beaucoup viennent, font le tour des boutiques
ouverte dans le village. L'église, il faut bien le dire, pour beaucoup de ces gens-là, c'est une boutique parmi les autres. Et puis, ils s'en vont comme ils sont venus. Les pierres, bon, on les a toujours vues comme ça. On en découvre quelques-unes encore, mais enfin, c'est différent. Les gens qui viennent là sont toujours ébahis. Hey, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Puis, voilà. Car les Bourgeois de Montpellier étaient à 30 km, alors ils venaient ici en train, pas jusqu'à Saint-Guyen, hein, mais jusqu'à Agnan. Le restaurant Paul qui déjà leur mettait à disposition des calèches, des voitures. Ces sculptures étaient rassemblées déjà dans un local de l'église où on les entassait au fur et à mesure qu'on les récupérait, puisqu'il y a eu une dispersion de tous les éléments sculptés de ce monument au début du XIXe siècle. Quand la salle ici a été restaurée, c'est l'ancien réfectoire de l'abbaye, eh bien, j'ai fait transférer ici toutes ces sculptures pour qu'elles soient mieux conservées, mises en valeur et qu'on puisse aussi, bien sûr, les voir. Ce n'était pas la route principale du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'était une étape recommandée, ou le guide de Saint-Jacques recommandait aux gens qui partaient en pèlerinage de venir s'arrêter dans ce village, et surtout dans l'abbaye, pour admirer le saint confesseur Guillaume, fondateur de l'abbaye, et également le morceau de croix du Christ. C'était donc un village qui avait un flux permanent de pèlerins. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé, les pèlerins ont changé, mais il y a toujours du monde qui vient à Saint-Guyen. La route vers Montpellier suit les gorges de l'Hérault. Le fleuve est depuis le Moyen-Âge voie de communication jusqu'à la plaine. Emprunté autrefois par les moines, le fleuve assure aussi la production d'énergie et l'irrigation des terres. Sur une hauteur dominant l'Hérault, entre le petit village et la grande ville, Gignac est un centre viticole actif. Ancien village fortifié et protégé par une citadelle, Gignac entretient le souvenir du passage des Sarrasins dans la région. Ce bourg de 3000 habitants, resté fidèle à ses traditions, célèbre chaque année pour l'Ascension l'âne, animal totémique, et le Sénibellet. La vallée de l'Hérault, en général, et Gignac en particulier, a été une région de passage de peuples, de passage d'idées, de passage de religion. Et Gignac reste pour toute notre région ici, de la moyenne vallée de l'Hérault, finalement peut-être la commune la plus typée quant à son patrimoine et la plus typée quant à ses mentalités. On fête régulièrement l'Ascension. C'est l'occasion donc de revoir beaucoup de gens dans la commune, d'avoir des contacts. C'est aussi l'occasion d'inviter la famille et tous les gens des environs. Donc ça reste vraiment une fête locale et très traditionnelle. Et on a un point d'honneur à conserver cette fête dans son aspect ancien. Bon, le costume traditionnel, c'est un haut blanc, un pantalon blanc, des chaussures blanches et une ceinture rouge. Et donc, bon, on est en train d'essayer de mettre les ceintures. Cette tenue, c'est celle qui va différencier le groupe de jeunes qui fait la fête de l'Ascension à Gignac des autres jeunes. Alors là, ici, c'est l'équipe qui va faire l'âne. Donc, qui va faire danser l'âne dans les rues de Gignac. Non, c'est la tradition, bon, voilà. C'est toujours des jeunes qui le font, alors on le fait. C'est important pour vous de respecter cette tradition? Ouais, c'est. Je le fais depuis longtemps. Mon frère l'a fait, moi, bon. Donc je le fais, c'est pas. Voilà. On va au café après, bon, donc. On va au restaurant, on rigole, quoi. C'est un bon moment. Sur les origines de l'âne de Gignac, on sait en fait très peu de choses. L'âne de Gignac prend racine un petit peu dans un événement historique qui a été ici, en Languedoc, le passage des Sarrasins au début du 8e siècle.
mais nous n'avons pas de tradition, nous n'avons que des traditions, nous n'avons pas d'écrits justifiant ce passage à Gignac. Par contre, la légende qui a été créée autour de cet événement est profondément ancrée dans les mentalités locales. La légende dit que c'est l'âne en pleine nuit qui a réveillé les Gignacois, et les Gignacois se sont battus avec ce qu'ils ont trouvé. Hein. C'est pour ça que le simulacre de combat se fait avec des racines. Les Gignacois ont rejeté l'envahisseur à partir de racines. L'âne est posé sur la tête, celui de derrière peut le tenir avec les mains, alors que celui de devant a les mains occupées avec la tête. Donc c'est pour ça qu'on a fabriqué un petit harnais de manière à alléger un petit peu le poids et pouvoir lui donner un petit peu plus de souplesse et de légèreté. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est lourd, hein. Il faut minimum 2 personnes pour le porter. Et le faire danser, parce qu'il ne faut pas qu'il reste statique, il faut qu'il danse sous le dent. Ça demande quand même d'avoir une certaine résistance physique. Il nous guide à moi, et moi je guide celui de derrière. Après on s'entend bien et ça fonctionne bien. Il ne faut pas se parler. En principe, non, mais avec un fanfare, on ne nous entend pas, alors on peut se parler. C'est tellement beau à voir que c'est vrai, c'est une belle fête, hein. C'est magnifique. Hein. Là, maintenant, quand il va descendre toute l'allée, là, quand il va sauter, ça va être magnifique. C'est quoi comme chaîne? Il y a une procession qui se fait dans tout le village, et à partir de là, l'âne va prendre la procession et aller jusqu'à l'église. À l'église, on va saluer l'autorité religieuse à 3 reprises. Et ensuite, l'âne va quitter la cérémonie religieuse et va rentrer dans la foule, faire la fête avec la population. Ces manifestations ont changé de caractère, notamment après la Révolution. L'âne et le Saint-Nibelé sont devenus des fêtes, disons, à caractère républicain, puisque sur l'âne de Gignac, vous avez l'inscription « Liberté, égalité et fraternité ». Je crois que pour préserver son identité, à mon avis, il y a 2 éléments essentiels. C'est vrai qu'il faut être comme un âne, c'est-à-dire qu'il faut de temps en temps avoir un mauvais caractère. Et deuxièmement, il faut essayer de continuer à expliquer aux enfants qu'on ne vient pas de nulle part, qu'on vient avec une tradition, qu'on vient avec un message. C'est pour ça qu'on essaie d'intégrer au maximum les jeunes, en particulier tous ceux qui font partie des clubs ados, etc., à la fête de Gignac pour leur permettre de faire le lien. Et je crois que tous les enfants de Gignac ont eu peur de l'âne. Comme on habitait en face le Planol, je me mettais sur la terrasse pour le voir. J'étais un petit à l'extérieur, pas directement en contact. Ah, je crois que j'ai eu peur de l'âne aussi un peu. On change de génération en fait, chaque génération vient faire l'âne. Et alors, attention, je crois qu'on avait un peu le trac, on était tous un peu avec le trac, et voilà. Mais là ça va mieux. Une fois qu'on est dans le café, voilà. Le plus dur en fait c'est d'aller voir le curé, je sais pas pour moi. Mais bon, c'est très fatigant, et moi je suis content. On rentre un peu dans l'histoire, quoi. Je crois que ce qui est important, c'est que c'est une tradition. Donc c'est une tradition qui est bien ancrée chez les Gignacois. Et quand on regarde autour de nous, bon, on n'a pas beaucoup d'activités touristiques. On a surtout les gens de Gignac qui aiment voir et revoir cette fête traditionnelle. Donc vous avez vu tout à l'heure, d'une part, l'âne qui est l'animal emblématique de la commune de Gignac. D'autre part, vous avez cette espèce de danse qui est le ciné-bélé et qui rappelle donc les difficultés qu'ont eu les Gignacois ou la commune libre de Gignac avec l'envahisseur sarrasin.
Monsieur Nogier met le casque depuis X années, depuis je crois combien Marcel 48 ans. 48 ans, Monsieur Marcel Nogier met le casque aux jeunes Gignacois qui a choisi, parce que c'est un choix, qui leur est propre, je veux dire, ils sont volontaires pour porter le casque qui représente le symbole de la tradition gignacoise. Et donc ce casque, la particularité, c'est qu'il est assez lourd. Le casque, quand il est placé, il ne faut pas qu'il tourne. Parce que dans le cas où il tournerait sur un trou de racine, ça risque de blesser. La fille n'était pas passée au four pour le maintenant. Elle était verte. Et croyez-moi... Le jeune qui vient de mettre le casque maintenant, c'est lui qui le met pour la première fois. Et c'est lui qui me remplacera à l'avenir. Parce que moi, j'ai fait ma carrière. Et le petit amour qui les accompagne, qui va les pousser jusqu'à la mort. Allez, petit, tape. Au XVIIIe siècle, on estimait que le combat était réussi lorsqu'il y avait du sang, ce qui signifie en fait qu'on retrouve là peut-être l'idée d'un rite païen de purification, à une époque finalement où la religion chrétienne, catholique, exerçait un poids important sur les populations. La fête de l'Ascension représente un point fort de l'identité culturelle de Gignac. Bon, il y a d'autres fêtes aussi, comme le 15 août, comme le pèlerinage à l'église de Notre-Dame, mais c'est un des points forts qui marque le temps. L'âne, c'est bien un animal emblématique de la commune de Gignac, c'est-à-dire à la fois un animal résistant, mais qu'on n'amène pas où on veut, et qui est capable de se rebeller. Ce n'est pas la mule du pape, mais c'est quand même un animal solide.